Oui. Ben, Marie qui a dit qu'elle avait aussi. On me dit, de toute façon, je pense que le plus intéressant est plutôt à la fin. Et puis c'est général. Et bien, on est très content d'accueillir aujourd'hui le docteur Laurent Hauss, qui est infectiologue à Saint-Denis, qui était auparavant infectiologue ici, qui va nous parler des actualités dans les infections urinaires. Merci. Merci beaucoup pour cette invitation. Et donc, je commence plutôt par des généralités sur les infections urinaires. Comme je dit, j'ai fait, je pense, un petit peu trop de diapo, donc je vais risquer d'en passer quelques-unes, mais si vous avez des questions à la fin, on pourra revenir dessus si besoin. Enfin, je vais essayer de me concentrer un peu sur les actualités qu'il y a dans les infections urinaires. Je n'ai aucun lien d'intérêt pour cette présentation. Le plan que je vous propose, c'est ça, sur les généralités, donc le lien qu'on peut faire entre le CBU et l'infection urinaire. Des petits points de microbiologie, d'antibiothérapie en lien avec l'appareil urinaire, ça je pense que je fasse ça un peu vite. Et des éléments aussi sur la nosologie des infections urinaires qui est vivante en ce moment. Ensuite, sur les actualités, ça sera donc les nouvelles infections urinaires masculines qui vont donner lieu à des recommandations là, qui devraient être annoncées pour fin 2025 et qui ne devraient pas tarder à sortir à début 2026. Et quelques nouveautés sur les relais oraux qu'on peut proposer dans les infections urinaires et sur les durées également. J'ai mis, parce que vous êtes un service de transplantation, quand même quelques diapos sur les transplants rénaux qui sont à toute fin, donc j'essaie de la présentation. Donc, infection urinaire et le CBU. Vous savez qu'il y a ce continuum entre la colonisation urinaire et l'infection urinaire. L'infection urinaire qu'on appelle aussi bactériurie asymptomatique. Ces deux situations sont très fréquentes. Les infections urinaires, c'est, on dit, 50% des femmes qui vont perdre dans leur vie, et moins de 5% de récidive. C'est une des cystites. C'est 1 homme sur 10. Et pour les transplantés, les chiffres sont variables, mais globalement, ça va être un quart des transplantés qui vont être traités pour une infection urinaire dans l'année qui suit leur transplantation. Colonisation urinaire, ça dépend un petit peu des populations qu'on regarde, mais typiquement les populations sur lesquelles on a des données, les résidents en EHPAD, la moitié des femmes résidentes en EHPAD vont être colonisées urinaires, une bactérie, 25% des hommes. Et on sait bien que quand les gens sont sondés à demeure au bout de quelques semaines, c'est 100% des gens qui sont colonisés. Ce qui nous permet de différencier les deux, c'est la symptomatologie et la clinique. Donc ça, c'est un message important qu'on rappelle toujours. Une infection urinaire, ça se confirme cliniquement. Ça peut éventuellement s'infirmer microbiologiquement. Il n'y a pas, sauf de rares exceptions, d'infection urinaire avec un CBU négatif. Ça ne marche pas dans les deux sens. Il y a une question qu'on peut se poser parfois, c'est si la leucocyturie peut nous aider à distinguer la colonisation de l'infection. Donc, c'est avec le seuil qui est fixé à 10 par millimètre cube ou 10 000 par millilitre a été surtout choisi pour sa valeur prédictive négative. En dehors des grands neutropéniques, il n'y a aucune infection urinaire qui va avoir une leucocyturie à moins de 10. En revanche, c'est une très très mauvaise valeur prédictive positive. Et donc, il y a plein de colonisations urinaires qui peuvent avoir une leucocyturie. Et je pense que vous connaissez mieux que moi toutes les causes de leucocyturie aseptique, de leucocyturie sans infection. Il y a ce petit article de CID 2023 qui a cherché à questionner justement ce seuil de 10 par millimètre cube pour la leucocyturie, qui a pris rétrospectivement à peu près 150 femmes de plus de 65 ans, avec dans ces 150 patients, la moitié qui avait une colonisation urinaire, donc qui était asymptomatique, et l'autre qui était symptomatique, c'était essentiellement des patients avec des cystites. Ils ont regardé comment le seuil de 10 permettait de départager ces deux groupes et ils se sont rendus compte que la spécificité était très mauvaise quand on prenait 10-6% de spécificité. Et en modifiant un petit peu le seuil sur leur courbe ROC, ils sont tombés sur un seuil idéal, en tout cas en termes de pondération sensibilité-spécificité, de 264, ce qui peut parfois nous aider quand on a la symptomatologie un peu frustre. En gros, chez les femmes de plus de 65 ans dans cette étude, avec des données rétrospectives, en dessous de 264, il y avait assez peu de chances d'avoir une authentique infection.
Un ECBU positif ne fait pas une infection urinaire, un ECBU négatif, en revanche, élimine une infection urinaire, ce qui peut être une information importante quand on est face à quelqu'un de fébrile sans qu'on l'appelle évident. Le diagnostic est clinique, on peut parfois s'aider de la microbiologie, notamment quand il y a une bactériémie associée. Il y a plein de diagnostics différentiels classiques. Je vous propose une micro-vignette un cas qu'on a eu ici, mais qu'on a assez régulièrement à Pompidou. Donc une dame âgée de 95 ans qui avait aux urgences de Pompidou dans un contexte de chute et déclaration aiguë d'état général à domicile. À de sepsis, elle a un syndrome inflammatoire biologique, elle a une clinique. Un Eurecal, un ECBU positif à Escherichia coli, elle a 150 leucos par millimètre cube, en dessous des 264 dont je vous ai parlé juste avant. Elle est mise sous céfotaxime, transférée en Ridunant avec un diagnostic de kilométrie. Finalement, les hémocultures prélevées aux urgences poussent le lendemain à stade de rémétias, en retenant le dossier, elle est porteuse d'un PM, ça, c'est un cas assez classique qu'on voit dans l'activité d'AVI. Donc, un petit message, si vous voulez traiter un de ces cellules peu convaincantes, ce qui arrive à tout le monde, ce qui arrive à tout le monde, faites au moins 2 paires d'hémocultures avant d'initier une antibiothérapie et évaluer bien à 48 heures. Désolé, ce n'est pas la généralité, mais je sais pas, vous pouvez quand même en tirer des éléments. Ça, je vais passer un petit peu vite pour me concentrer sur les actualités, hein, mais c'est juste pour rappeler voilà, que l'épidémiologie, la microbiologie des infections urinaires communautaires, c'est principalement l'Escherichia coli, 80% des infections urinaires, et donc du coup, les traitements probabilistes qu'on va proposer vont dépendre des phénotypes de résistance qu'on trouve au Escherichia coli en communautaire. Je passe sur les petites exceptions. En contexte nosocomial, l'épidémiologie devient beaucoup plus complexe, il y a beaucoup plus de résistance, il y a beaucoup plus de germes différents. La thérapie probabiliste qu'on peut proposer en contexte nosocomial est difficile à définir et à justifier, c'est un peu plus au cas par cas. Ça, c'est comment les antibiotiques diffusent dans les voies urinaires et dans les parenchymes rénaux et prostatiques. Je vais passer un petit peu vite parce qu'on va en reparler après. Donc ça, c'est juste pour justifier un petit peu les recommandations actuelles. Hein. Donc, une infection urinaire communautaire, c'est plus de 80% des Escherichia coli, plutôt des entérobactéries, des groupes 0. En France métropolitaine, je vous donne des chiffres approximatifs, hein, mais il y a 25 à 50% des Escherichia coli qui sont sécréteurs d'une pénicillinase, des niveaux d'expression variables. Et c'est ce qui justifie que quand on doit initier un traitement par rapport à un intraveineux, on commence par une céphalosporine de 3e génération. Il y a 5 à 10% de BLSE en communautaire. Et ce risque est majoré avec des facteurs de risque de BLSE connus, la colonisation antérieure, une patient résident en EHPAD, une antibiothérapie récente. Et c'est ce qui justifie qu'au moindre doute ou en cas de critères de gravité, on va essayer d'élargir la couverture sur les BLSE. Enfin, les quinolones, donc c'est pour les Escherichia coli, c'est 5% de résistance en communautaire, mais ce chiffre augmente à plus de 20% quand on a été pré-exposé dans les 6 mois. C'est ce qui justifie que chez les patients ambulatoires, on peut s'autoriser cette molécule s'il y a eu une pré-exposition en empirique. Et enfin, le Bactrim, c'est 20 à 30% de résistance, donc on ne propose pas ça généralement en traitement probabiliste, mais que en relais. Pour les infections urinaires nosocomiales, comme je vous disais, la microbiologie est plus complexe, les terrains sont également, les patients sont plus complexes avec plus de comorbidités, il y a énormément de diagnostics différentiels. Donc, du coup, il n'y a pas de recommandation pour dire quel est le traitement probabiliste d'une infection urinaire nosocomiale. Donc là, je vous propose, c'est des propositions qui sont personnelles. Hein, les options probabilistes, je pense qu'il faut bien rappeler d'abord qu'en l'absence de critères de sévérité, si vous avez une incertitude diagnostique, on peut attendre des patients, même s'ils sont immunodéprimés, fragiles, ils sont quand même hospitalisés dans le SPIC, il est tout à fait laisser un petit mot pour l'équipe de garde et demander l'équipe paramédicale de recontrôler les paramètres dans la nuit et de réévaluer l'initiation d'une antibiothérapie en fonction. Et après, j'ai 3 options à vous proposer. Donc, il y a l'option qui marche un peu sur tout, mais pas très bien, c'est la tazocilline. Couverture pseudo-fécalis, des entérobactéries du groupe 0 à 3, avec quelques exceptions du groupe 3, et une petite couverture BLSE. Donc, c'est pas si mal pour les infections polymicrobiennes qu'on voit en post-op de chirurgie urologique et la médecine. Difficile à traiter. Et après, il y a 2 autres options. Une fois un probabiliste, c'est une fois qu'on a prélevé le CBU et les hémocultures, la monodose d'amicacine, qui est une couverture assez intéressante en contexte de pseudo-entérobactérie. Il y a éventuellement quelque chose qu'on proposait de temps en temps quand on est assez convaincu du diagnostic. On fait une BU si la métrique est positive, on cible la thémothyline, qui est une couverture assez ciblée sur les entérobactéries, notamment PLSE, mais qui par contre, on peut discuter de ça. Mais
la nosologie, donc des infections urinaires. Un tout petit mot là-dessus. Vous savez que c'est un peu valable pour toutes les infections et un peu tous les processus pathologiques. On a différentes manières de les définir. Il y a l'approche anatomoclinique, on va parler de l'organe, du tissu atteint, et on peut rajouter des petits qualificatifs de gravité de mode évolutif ou complications locales, accédation. Donc, par exemple, la pyélonéphrite, l'ACD, compliquée d'un choc septique, éventuellement récidivante. Il y a l'approche étiologique ou microbiologique, on va parler du germe. Et ensuite, il y a l'approche épidémiologique ou populationnelle, où on va définir les terrains particuliers qui vont avoir une répercussion sur notre attitude, donc la pyélode de la femme enceinte, la pyélode nosocomiale, la pyélode transportée, la bactériorite symptomatique du transporté, dont on reparlera. Et donc, c'est en combinant un peu ces trois approches qu'on se retrouve avec une nosologie un peu complexe pour les infections urinaires. On savait qu'il y a les cystiques et pyélonéphrites, les prostatites. On parle aussi d'infections urinaires masculines. On parle de pyélonéphrite à risque de complications, etc. Donc, il y a plein de termes différents. Et tout ça, c'est un peu en train d'être remanié. Les Américains, eux, se prennent un petit peu moins la tête. Ils parlent d'infections simples du tractus urinaire. Donc, c'est confiné intra-vésicale, cystite, et d'infections compliquées du tractus urinaire. Quand on a des arguments pour penser qu'il y a une atteinte extra-vésicale, c'est essentiellement quand il y a de la fièvre. Donc, c'est une approche un peu plus pragmatique, mais précise. En France, nous, on parle de risque de complications pour retarder les terrains qui sont à risque de complications. Donc, les hommes, les patients immunodéprimés, les insuffisants rénaux, les infections urinaires que vous voyez sont à risque de complications. Et enfin, la complication, c'est toujours un peu imprécis comme terme, parce que est-ce que c'est l'absédation, le sepsis, l'échec, la rechute, la récidive, il y a plein de complications. Bon, je passe sur les actualités. La principale actualité, c'est qu'il y a des nouvelles recommandations qui vont sortir pour les infections urinaires masculines. La nosologie, c'est une infection un peu changée. Ça, c'est une diapositive que j'ai empruntée donc, à Mathieu Laforie, qui nous a présenté ça en 2021 et qui pilote un petit peu la mise à jour de cette recommandation. Et c'est plus pour provoquer un petit peu les recommandations actuelles de SPIF 2018, notamment sur les infections urinaires masculines. On parle d'un monsieur de 83 ans qui a des signes fonctionnels urinaires depuis 5 jours, qui est apyrétique et qui a un ECBU positif, et qui a une hypertrophie bénigne de prostate. Il demande, parmi tous ces choix-là, est-ce que vous avez une préférence sur le traitement et la durée? Je vous laisse, si vous avez une suggestion, sachez que ça va être volontairement provoquant. Une semaine de phospho, quoi. J'ai 3 glycémies. Traitement comme celui du cystite. Il n'y a pas de prostatite, pas de signe de prostatite. Il y a des brûlures mictionnelles, une urgenturie, il y a des signes du bas appareil urinaire, il n'y a pas de signe obstructif, l'hypertension, et il n'y a aucun signe systémique. Donc, théoriquement, si on suit les recommandations SPIF 2018 de manière un petit peu bête et méchante, il faudrait proposer 21 jours de quinoa. Parce qu'il y a une uropathie sous-jacente qui n'est pas corrigée, et qu'il a une infection urinaire masculine. Et qu'en fait, dans ces recommandations, on ne distingue pas ceux qui ont une infection urinaire masculine fébrile et non fébrile. Donc ça, on imagine bien que personne ne fait ça dans cette situation. Les quelques données et articles sur le sujet que je vais vous présenter rapidement. Il y a donc cet article sorti dans le JAMA en 2021 qui a comparé 7 versus 14 jours d'antibiothérapie chez les patients qui avaient une infection urinaire masculine sans fièvre. C'était 130 patients randomisés, c'était 260 patients randomisés 1 pour 1. Ils étaient tous ambulatoires, ils étaient tous traités par quinolone, une acétylcholine ou du sur la population en question, c'était des hommes de 70 ans qui étaient, pour une majorité, alors déjà fait des épisodes d'infection urinaire par le passé, pas mal avec une hypertrophie bénigne de prostate, très peu d'insuffisants rénaux chroniques, si jamais ça ne vous intéresse pas, vous dire que ça ne correspondait pas à vos patients. Et les résultats étaient intéressants, c'était des résultats purement cliniques qui regardaient 14 jours après la fin des antibiotiques s'ils avaient encore des symptômes. Vous voyez que le succès, c'était 90% dans les deux groupes, pas de différence significative. Ensuite, ils regardaient un mois après s'ils avaient une récidive, donc c'était vraiment sur des critères cliniques. Et là, pareil, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes.
Donc ça, c'est l'étude qui a un peu encouragé cette attitude et cette nouvelle distinction. Est-ce que les patients qui ont une infection urinaire masculine et qui n'ont pas de fièvre, il faut vraiment les traiter comme des prostatites? Et l'idée était plutôt de dire non, et c'est pour ça que ça fait au moins 5 ans qu'on les traite de la même manière. Si on regarde un peu plus en détail, il y avait beaucoup de critiques à faire sur cette étude, mais notamment, il n'y avait pas besoin d'un ECBU positif pour être inclus. On avait les résultats d'un ECBU que dans 50% des cas, et parmi ces 130 patients qui avaient un ECBU positif, il y en avait 12 qui avaient des CERF négatifs, probablement des contaminants. Donc, il est possible qu'en voulant s'astreindre à des critères cliniques, on ait traité plein de situations qui n'étaient pas des infections. Est-ce que il faut intégrer, par exemple, le PSA dans la classification des infections urinaires masculines pour écarter le... Alors, c'est une question qui est abordée par les prochaines recommandations. Ils disent qu'il ne faut absolument pas doser le PSA dans les situations de prostatite. Non recommandé. Trop de facteurs confondants. Non, mais par exemple, si on a l'impression qu'on penche plutôt vers une infection urinaire masculine sans prostatite, on veut en avoir la... Est-ce qu'on peut rester certain du PSA comme un marqueur indirect de la prostatite? C'est négatif, quoi. J'ai pas de données. Voir si ça a été testé ou pas. Je sais que c'est précisément les recommandations, pas le PSA pour le diagnostic prostatique. Il va y avoir dans l'argumentaire peut-être qu'il y a des pour ou contre ça, mais ça, très personnellement, je crois que je ne me suis jamais servi de ce marqueur-là. C'est plutôt est-ce qu'il y a des signes obstructifs, est-ce qu'il y a des signes systémiques. Et l'autre chose, c'est qu'il est possible qu'il y ait des infections urinaires masculines avec une atteinte prostatique. 7 jours de traitement suffisent. Ce qui fait la transition avec la deuxième étude française, qui était par Mathieu Laforêt, qu'il a appelée ProstaShort. Là, il a regardé 7 versus 14 jours de vulnérabilité pour les infections urinaires masculines fébriles. Je vous montre juste les résultats. La non-infériorité n'a pas pu être trouvée. Une obligation. Ce n'est pas non-inférieur, en fait, 7 jours versus 14 jours quand on a de la fièvre et une infection urinaire masculine. Si on regarde plus en détail les résultats, donc il y avait 100 patients dans les deux groupes. Ils avaient des critères de jugement qui étaient beaucoup plus sévères que l'étude que je vous ai présentée précédemment. Eux, ils regardaient à 6 semaines après le début de l'antibiothérapie si cliniquement ils avaient plus de symptômes et s'ils avaient stérilisé leurs urines. Ce n'est pas quelque chose de recommandé. Donc, quand on regarde en détail, le succès microbiologique était obtenu dans 80% des cas après 7 jours et dans 93% des cas après 14 jours. Ça, c'est la stérilisation des urines, et comme ça, 14 jours, ça fait mieux que 7 jours. Je ne sais pas si c'est très pertinent. La résolution des symptômes, 100% des patients qui avaient reçu 14 jours n'avaient plus de symptômes à 6 semaines, versus 95%. Et là, il y a une petite différence significative. Je ne sais pas si elle est cliniquement pertinente. Donc, normalement, en tout cas, il y avait une différence en faveur de 14 jours. Et ensuite, est-ce qu'ils ont reçu de nouveau des antibiotiques par la suite? Donc, c'était 20% dans le bout de 7 jours, vraiment sur des cellules positives, plus que sur la symptomatologie persistante. Et c'était 8%, 7,2% dans le 20-14 jours. Donc, avec cette étude, en fait, on a dit 14 versus 7 jours, on ne peut pas faire 7 jours de l'infection urinaire masculine fébrile, ce sera bon inférieur, avec les critères que je vous ai exposés. D'autre manière de voir ça, c'est qu'avec 7 jours de traitement, donc c'était que des traitements par quinolone ou Bactrim, il y a quand même 95% des gens à 6 semaines qui ont plus de symptômes, et il y a 80% des gens qui ont stérilisé leurs urines, ce qui est pas si mal à garder en. Donc, ça nous amène aux nouvelles recommandations qui ne devraient pas tarder à sortir, qui, pour rappel, concernent donc les infections urinaires masculines aiguës et communautaires, toutes les situations nosocomiales sur l'intérieur de ligne de déprimé de neuropathe ou chronique ou récidivantes ne sont pas concernées, et c'est souvent ces patients-là qu'on voit. Donc, en 2018, on parlait d'infection urinaire masculine, on disait que toute infection urinaire masculine, on ne sait pas si elle est une atteinte prostatique ou pas, on parle du principe qu'il y a une atteinte prostatique. On est passé ensuite à, on va différencier les infections urinaires masculines fébriles de non fébriles. Et maintenant, on est un peu en train de revenir sur, il y a la cystite de l'homme, la pyélonéphrite de l'homme, et la prostatite. L'évolution de la nosologie. Voilà, donc là, je vous présente en gros ce que Mathieu Laforêt nous a présenté à notre congrès l'été dernier. Et donc, j'imagine qu'il y a encore pas mal de discussions sur essayer de se mettre d'accord pour que les ressorts. Donc, il est possible que ce que je ne vous présente pas, il y ait des petites modifications dans la tableau initiale. Je vais passer un petit peu vite, là, il nous rappelle qu'est-ce qu'une cystite.
c'est des signes fonctionnels binaires, le cellules positif et pas de fièvre. Qu'est-ce qu'une prostatite? C'est pareil, mais avec de la fièvre, et la pyélonéphrite, c'est des signes cliniques de pyélonéphrite avec de la fièvre et un cellules positif. Ça, c'est un peu simplifié, parce qu'on sait bien que dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué. Comment est-ce qu'on traite une cystite de l'homme? Comme une cystite à risque de complication de la femme, en plaçant en première intention la phosphomycine. C'était la bonne réponse tout à l'heure. Hein. Ce sera plutôt en première intention un sachet G3 J5 de phosphomycine qui a une pénétration prostatique qui est plutôt forte. Je passe un peu sur le reste, mais on essaie de ne pas mettre de quinolone dans les infections, dans les cystites, parce qu'on veut les garder pour les quinolones et les prostatites. Ouais. Le nitrofluorantine, ouais. Ça marche aussi. On met d'abord phosphore en première intention. Ouais, c'est phosphore en première intention parce qu'il y a une petite pénétration prostatique, parce que comme on va dire, même si il n'y a pas de fièvre, il n'y a probablement pas d'atteinte prostatique, on imagine bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ensuite, en deuxième intention, en effet, c'est plutôt furane et pygmécinane, ce qui n'est pas c'est pas la même chose chez les. Furane, ça diffuse très très peu dans le parenchyme rénal et prostatique, hein, ça reste au sein des voies urinaires. Pygmécinane, on va en rediscuter après, mais ça, je passe sur le traitement probabiliste des infections urinaires masculines fébriles parce que c'est le même que pour les donc c'est ça qui est intéressant. Les relais oraux des infections urinaires masculines fébriles, des pyélonéphrite ou des prostatites, ça a changé. Donc on privilégie toujours le Bactrim et les quinolones en première intention, mais la phosphomycine est placée en troisième intention avec un sachet par jour. Un sachet au départ. Même si c'est bactériostatique. Ouais. Alors, je vais vous en parler sans vous les présenter de manière détaillée, mais on a beaucoup de données qui montrent que maintenant on peut mettre de la phosphomycine en relais dans les infections urinaires, dans les pyélonéphrite, avec un schéma du coup, plus sévère. Et autre chose qui est intéressante, c'est qu'après 5 jours d'intraveineuse, une bêta-lactamine intraveineuse efficace, on peut proposer un relais avec des molécules qui sont réputées pour avoir très peu de pénétration prostatique. Donc les bêta-lactamines orales, la MOX, l'augmentin, le pygmécinane, le céphixime. Mais après 5 jours d'IV efficace. Je pense que ça, c'est favorisé par, comme je vous montrais, les données de ProstaShort, par exemple, 7 jours, 30% de succès clinique à 6 semaines. 5 jours d'IV, on pense qu'on a déjà fait une grande partie du travail. La pyélonéphrite de l'homme, c'est 7 jours, c'est juste que c'est pas toujours facile de diagnostiquer une pyélonéphrite chez l'homme. Mais parce que sur le plan de l'écologie bactérienne, ceux qui ont reçu un traitement IV, enfin bon, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on envie de l'IV, mais quand même en pratique, souvent c'est parce qu'on a affaire à des bactéries qui sont résistantes. Exactement, ouais. Mais c'est plus utile pour les bactéries résistantes. Mais donc après, moi j'y connais rien en bactériaux, mais je dis que si elles sont résistantes et qu'on a dépassé à l'IV, derrière remettre de l'amoxicilline. Il y a probablement très peu de chances qu'on se retrouve à mettre de l'amoxicilline. Ouais. Il y a par exemple l'entérocoque fétalis, les quinolones sont connaissés, les bactéries rendues et pas possible également. La phosphomycine, c'est une option, mais il faut la tester et on a envie de faire un relais par amoxicilline. C'est juste qu'on se génère. Vous ne savez pas trop quand on met parce qu'on sait que l'amoxicilline pénètre pas bien. Là, on a au moins. Je suis d'accord qu'il y aura probablement assez peu de relais amoxicilline dans cette situation-là, que ce sera plutôt le pygmécinane, par exemple, qui marche sur les BLS. Je continue. Donc, bon, si on suit les nouvelles recommandations, du coup, on aurait pu proposer un schéma plutôt cystique avec de complications chez ce monsieur. Les relais oraux, donc, vous reconnaissez probablement la phosphomycine. Je ne détaillerai pas trop, mais on commence à faire des méta-analyses de données sur les phospho dans les pieds. On n'a pas beaucoup de données pour spécifiquement chez les hommes. Donc, du coup, Mathieu Laforêt et Antoine Hamon ont lancé un nouveau PHRC avec un nouveau nom assez sympa, phosphomycine. Juste, je vous donne les éléments des critères d'inclusion. L'inclusion a commencé là en 2025. C'est que pour Escherichia coli. Et c'est que après, en gros, 48 à 96 heures d'antibiothérapie IV efficace. Pour l'exportabilité des résultats, il faut bien garder ça en tête.
Ils ont exclu les patients en sepsis initialement et ils ont exclu vos insuffisants rénaux chroniques qui sont admis dans cette étude. Donc, l'avantage de la phosphomycine, l'impact écologique est relativement faible. Le spectre est intéressant pour l'infection urinaire, notamment il y a très peu de déchets Escherichia coli résistants. Et donc là, il donnait un par jour, c'est ça? Pendant le reste du temps, 9 jours. Et on dit que ça va mettre combien de temps avant de devenir résistant et qu'on soit obligé de changer les recommandations suivant les études par phosphore? C'est pour ça qu'il y a des recommandations qui changent régulièrement, notamment il y a les données et il y a l'épidémiologie. En effet, c'est pas la molécule la plus robuste, il y a des facteurs à distance. Les effets indésirables sont principalement digestifs, et l'absorption est variable d'une personne à une autre, et il y a des échecs décrits pour les cystites notamment. Et le spectre, il faut se méfier, c'est vraiment pour les Escherichia coli, les Klebsiella, l'enterobactérien, les Western. Donc, ça sera bientôt en option pour les cystites masculines, les 48 heures comme pour les femmes. Pour les prostatites, en relais pour les prostatites ou les pyélonéphrite, ça sera tous les jours, tant que c'est bien toléré. C'est mon avis personnel, on peut bien le garder tous les jours, et éventuellement l'espacer s'il y a des difficultés sur le plan digestif, et ne l'envisager que pour coli et fécalis, ce qui est cohérent avec le recours américain. Après, il faudra bien entendu voir plus précisément dans les recours ce qui est. Deuxième option, donc ça c'est le pivmécilinam, qui est déjà utilisé pour les cystites. Et donc maintenant, ça sera bientôt en option pour les cystites masculines. Et ça sera également proposé en option de relais pour les pyélonéphrite. Les pyélonéphrite de la femme. Mon avis, c'est plutôt après 24 heures d'IV efficace, et plutôt à forte dose, 400x3. Ça, c'est un avis, encore une fois, personnel qui ne repose pas sur. Là, ça va visiblement rentrer dans les recommandations comme possibilité de relais. La pyélonéphrite, elle est ceux qui n'a pas de relais, qui est bonne bactérie ou phospho disponible pour laquelle envisager le pénicilline. Et enfin, pour terminer, donc ça, ce n'est pas du tout dans les recommandations, mais c'est plus pour vous en parler parce que c'est une thématique qui intéresse une équipe d'ici, notamment Damien Dèche. Donc, c'est la doxycycline, c'est très peu utilisé dans cette indication et c'est pas testé en routine, en tout cas sur les entérobactéries. Le spectre est très large, et notamment il y a pas mal de PGN qui sont sensibles. Donc, méfiance juste pour Providencia, Proteus et Morganel qui ont de la résistance naturelle. C'est une bonne biodisponibilité et une diffusion urinaire et prostatique qui est correcte et ça donne très peu de diagnostic. Pour le moment, c'est que sur CMI, il faut un cut-off strictement inférieur à 4 et je pense après discussion, d'autant plus que c'est si jamais vous voulez traiter une infection urinaire par doxycycline, je pense que c'est pas mal d'en parler avec Damien au 39-40. Donc vous testez systématiquement par la sensibilité sur pas sur les urines et pas en routine, surtout dans le cadre de la recherche. Ah, d'accord. C'est pour ça que je suis prudent avec. Donc vous avez un biogramme à part sur les urines. C'est qui est après, méfiance. C'est pas quelque chose qui peut être fait sur tous les dossiers. Mais du coup, à discuter dans certaines situations, est un peu bloqué sur le relais. C'est ça l'idée, c'est dans les situations un peu difficiles. On a bloqué de nouvelles expériences cliniques qui montrent que ça marche assez bien. Voilà. Regardez. Les durées que je passe un peu vite, ça c'est les durées recommandées par la SPIF en 2018. Globalement, là, c'est juste pour vous donner des éléments qui vont consistant des durées de traitement pour les clés. Et qu'on disait, c'est 7 jours, bétalactamine, quinolone, et sinon 10 jours, prise de publication 10 à 14 jours. En fait, on se rapproche de plus en plus de l'utilité, ça c'est 7 jours, peu importe le terrain. Je pense qu'il faut faire attention peut-être à voir comment l'évolution est marquée sur les paramètres systémiques. Normalement, à 48 heures d'antibio efficace, les patients avec des pieds sont censés être pratiquement guéris. Si ce n'est pas le cas, on peut se poser la question de complications. Donc, on a des méta-analyses sur les RCT qui ont comparé plutôt des traitements courts, 5 à 7 jours versus 10 à 14 jours, et on n'a pas l'impression qu'il y ait de grosses différences. Je crois qu'on avait également aussi l'étude Balance, là, qui n'avait pas que des. C'était pour 7 versus 14 jours pour des bactériémies,
avec l'exclusion de situations complexes. Il y avait beaucoup d'infections urinaires dedans, beaucoup d'Escherichia coli, et une différence. Voilà. Je pense que je suis arrivé à peu près à la fin. Je vais vous laisser juste avec un petit mot sur les transplantés rénaux. Si vous Moi, avez... j'ai une question parce que si sur le CBU de contrôle, on a encore une bactérie, après comment on gère la résistance ou la rechute précoce, entre guillemets? Le premier message, c'est que normalement, il n'est pas recommandé de faire de CBU de contrôle, parce qu'en fait, il y a plein de tout à fait garder une colonisation sans que c'est un impact clinique. Et donc, du coup, il faut essayer de limiter les OCBU de contrôle que dans des situations très très spécifiques. Il y a en fait des critères d'échec clinique. Si sur un ECB de contrôle, on a une bactérie, il faut voir si elle est pathogène ou non, il faut voir la symptomatologie de la personne généralement. Il faut le remettre dans la case colonisation urinaire. Mais si par exemple on remet dans la case infection urinaire. Ouais, c'est malheureusement souvent ce qui est fait, et des gens qui reçoivent plusieurs lignes d'antibiotiques sans forcément que ça soit justifié. Et on refait la même ligne où il faut changer, par exemple, si on a fait un relais phospho précoce, est-ce qu'il faut pas faire ce relais précoce phospho ou est-ce que... C'est difficile de répondre précisément à ces questions, parce qu'il y a énormément de situations. Mais globalement, si on a traité un patient avec une pyélonéphrite à Escherichia coli et qu'on lui a fait un relais phospho, théorique, mais que tout évolue bien sur le plan clinique et biologique, on n'a pas de raison de contrôler ce cellules. Si par malheur on contrôle sur le cellules qui a un Escherichia coli résistant à la phospholycine, on va voir s'il est symptomatique, s'il faut le traiter, et sinon se dire juste qu'on a sélectionné des colis résistants à la phospholycine dans ses urines et qui s'en débarrassera peut-être. Donc pour les transplantés rénaux, juste un petit mot, c'est comme je disais, la colonisation urinaire et les infections urinaires chez les transplantés rénaux, c'est extrêmement fréquent dès qu'il suit la transplantation pour plein de raisons différentes. Je parle des enjeux. La symptomatologie est souvent en frustre parce que les greffons, alors ça je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais ils sont dénervés, c'est des patients immunosupprimés. Donc parfois on se sert des mouvements de créate parce que ça reste une infection sur un rein fonctionnel unique. La sensibilité de la peau ciliaque dans la loge c'est généralement l'inflammation des structures adjacentes. L'épidémiologie, elle est particulière parce que c'est des patients très exposés au milieu de soins qui sont généralement sous cotrimoxazole. Donc, cette option nous relève pour les infections urinaires, donc c'est une limite. Ça, c'est un petit peu l'enjeu. Et la conséquence sur la fonction de greffon ou sur les risques de rejet, c'est débattu. Vous connaissez ça beaucoup mieux que moi, donc je ne vais pas trop m'attarder dessus. Juste pour que je pense que vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, il y a une étude randomisée qui a cherché à voir si traiter la colonisation urinaire chez les transplantés avait un impact. J'imagine que vous en avez probablement déjà discuté. Donc c'était des transplantés rénaux qui étaient à plus de 2 mois de leur transplantation, qui avaient une bactériurie asymptomatique et ils ont été randomisés un sur le traitement de la bactériurie sous surveillés de près pendant 1 an. Et il y avait 100 patients dans les 2 bras, c'était beaucoup de femmes et surtout beaucoup de patients qui étaient à plus d'un an de leur transplantation. Ça a gardé quand même en tête. Et notamment, il y en avait 80% qui n'avaient plus de bactéries. Ça, c'est l'épidémiologie de la résistance, qui voyait un peu plus de résistance qu'en communautaire, ce qui est attendu. Et sur les résultats, donc, il y en a 30% dans les 2 groupes qui ont fait une infection urinaire symptomatique dans l'année qui ont suivi, qui ont été traités. Ce qui me semble gigantesque, mais en tout cas, il y a pas de différence entre les 2 stratégies. Ils ont regardé aussi s'il y avait un peu plus de rejet ou de dégradation de fonction de greffon. Ils n'ont finalement pas eu beaucoup d'événements de rejet dans un groupe et 3 dans un autre qui ont été prouvés par biopsie. Et la fonction de greffon, il y avait un delta qui était plutôt en défaveur de l'antibiothérapie. Donc actuellement, ce qui est recommandé, c'est plutôt au-delà de 2 mois de transplantation, de ne pas aller chercher une colonisation urinaire chez un sens de symptomatologie évocatrice, et si on tombe sur ce qu'on a fait de cellules, si elle est mature. Oui, parce que à chaque fois, quoi. Ouais, en tout cas, voilà. Pas forcément, enfin, on a des données, en tout cas, randomisées qui montrent qu'au-delà de 2 mois de traitement, le traitement de la bactérie asymptomatique du transplanté n'apporte pas de bénéfice en termes de prévention à l'infection. Je ne sais pas quelles sont vos pratiques ici, c'est vrai que souvent appelé pour ce genre de.
Non, mais bon, c'est une situation, mais en tout cas, on fait des CDI, c'est C'est vrai qu'on peut faire une réflexion par le CBI. Ben ouais. Il décale leur fonction rénale ou si c'est une fonction rénale. Mais même en dessous, il y a des CDI. Tire la boule. Il n'y a pas de vision sur le temps, mais je pense que j'ai dû dépasser quelques messages, donc comme celui négatif, pas d'infection urinaire, de cellules équivoques, en fait, s'il n'y a pas de neuropathogène, plusieurs espèces sont leucocyturifères, chercher activement autre chose. De CBU positif ne veut pas toujours dire qu'il y a une infection urinaire. Et qu'on qu'il y a une sorte de transition nosologique là, entre le cadre épidémiologique et anatomoclinique. On reparle du coup de pilométrie, prostatite et cystite de l'homme. Et de plus en plus de pilométrie se traitent 7 jours. On a donc, comme option de relais la phosphomycine et le glycérinam qui arrive, la doxycycline peut-être à discuter avec le 39-49 de la merveille. Et pour le transplanter, hein, c'est compliqué parce qu'il faut beaucoup de kilonéphrite, mais ils sont également très souvent colonisés. On a quand même des données, une étude randomisée qui montre que pas traiter systématiquement une colonisation urinaire. Voilà. Là, c'est avec ces noms d'études qui sont, si vous voulez, vont servir pour discuter avec des infectiologues, ça fera toujours bien, prostate, phosphormine notamment. Et une citation pompeuse des gueules. Je trouve ça tout bien le cadre des infections. Si vous avez des questions. C'est une question entre colonisation et contamination. Ouais. Ah, c'est pas la même chose. Je ne vais pas parler de contamination, mais on peut imaginer qu'il y a une contamination au niveau, par exemple, de la flore cutanée ou génitale du patient au moment duquel elle a quelque chose qui arrive. Moins souvent, mais qui doit pouvoir arriver. Il peut y avoir des contaminations a posteriori lors de l'acheminement. C'est pas seulement parce que j'aime les multimicrobiens. Enfin, le caractère polymicrobien est un élément très en faveur d'une contamination. Et après, ça dépend aussi du type de gaz et de la flore c'est un contaminant. Et ça c'est typiquement le genre de discussion. Ça va sur les façons qui est contaminé, mais si tu leur dis qu'ils sont polymicrobiens, ouais, ça va être un petit peu moins rassurant, en effet. Ouais. Mais la pollinisation est un préalable à l'infection, mais ça ne veut pas dire que tout évolue vers une infection. Ainsi. Oui, mais anti-symptômes. C'est vrai que la contamination, c'est plusieurs espèces bactériennes assez contaminées. La contamination, c'est la présence de germes non microbiens, avec ou sans action leucocytaire, mais sans expression clinique. C'est vrai que le côté sans expression clinique. Ah, parce que quand la patient dit bien qu'il y a une CGU qui est asymptomatique, il faut aller en contact, bien sûr, pour faire des consultations d'infection urinaire salivantes, il y a même un effet de nocebo positif. C'est pour ça que c'est bien de notre côté, médical d'être assez ferme et confiant. Il y a quoi comme facteur de risque justement de ces collinisations, parce que vous l'avez dit dans les EHPAD, il y a des femmes sur le c'est quoi les... C'est tout ce qui est lié, comorbidité liée à l'âge, le décubitus, la déshydratation. Une modification hormonale. Tout à fait, oui. Et vous, là, avec les inhibiteurs de SGLT2, qui donnent des produits massives, vous voyez des modifications On a vu quelques. Par exemple, il y a des formes gangréneuses de pyélonéphrite, par exemple, emphysématoforme de pyélonéphrite ou de cystite, qui étaient classiquement décrits que chez le patient diabétique, qu'on voit maintenant chez les patients qui sont sous des règles de pour 2-3 ans. Mais après, moi, je n'ai jamais eu de patients qui font des infections urinaires à répétition à cause de ça, mais c'est une complication qui est connue, fréquente, et ça fait partie des éléments qui vont questionner ce si ne bénéficiez pas. Et là, tu disais que le cut-off de leucocyturine n'était pas. Il est très bien pour éliminer les infections urinaires, mais il n'est pas très bon pour affirmer qu'il y a un seuil dans la réflexion, un seuil. Non, enfin, c'est pas encore vraiment rentré dans les pratiques, mais c'est vrai que parfois on se dit combien sont les locaux, et si les locaux ne sont pas très très élevés, on se dit bon, c'est plutôt en défaveur de l'infection urinaire.
s'arrête pas à 10. Si tu elle n'a pas la même signification pour nous si elle est à n'importe quoi, 50 ou si elle est à plus d'un million. Effectivement, il y a l'exemple, quelque chose qu'on intègre de plus en plus, évidemment, c'est l'action leucocytaire à 30 à 40, voire même 3 fois là-dedans. Quand on a 150 ou 200 leucos par mètre cube, là, je pense que c'est intéressant. Je vais connecter pas l'étude sur 200. 250, 260. C'est à peu près 264. Chez nous, c'est que les femmes de 350. Basse carrière de ça pour les hommes. C'est des cystites aussi. Et tu as parlé des cystites de traitement de 7 jours, mais ça existe toujours. Oui, tout à fait, mais ça, c'est pour la cystite. Donc, simple, et globalement, on voit quasiment. Mais la cystite simple de l'homme, ça n'existe pas, mais ça existe. C'est forcément 7 jours pour l'homme, c'est vrai. Et pour la femme, c'est traitement de oui. Parce que tu avais dit qu'on faisait 7 jours. Parce que c'était chez les femmes, il y a des cystites dilaires de complications. Les femmes qui ont des terrains qui ont plus un risque de complications de rechute de récidive. Et globalement, c'est des femmes déprimées, insuffisantes rénales, âgées, fragiles. C'est vrai que la moitié aussi de la cystite simple parce que c'est des gens qui ont la médecine générale, les choses où Ils ont souvent augmenté pour les patients. Pas de cystite. Ouais. C'est pas ce qu'il y a de plus recommandé parce que même si c'est positionné, ça fait partie des sections. Ça a quand même un impact écologique qui est catastrophique. Il y a souvent des d'autres molécules qui sont plus intéressantes. Le fait qu'en ville, là, à chaque fois, dans l'antibiogramme, on a assez plus restreint les antibiotiques testés par rapport à ici. Vous le faites parce que vous suivez des recours ou c'est pour votre pratique à vous? Enfin, c'est quoi le rationnel de... Parce que j'imagine qu'eux, ils suivent aussi des recours. Je pense que les recommandations en ville, ça concerne pas les mêmes personnes. Hein. C'est pas du tout. Ah oui, c'est parce qu'il y a une nosocomiale qui l'enjeu de la restriction un peu des antibiogrammes ciblés, c'est plutôt incitatif. C'est pour ça qu'un antibiogramme, c'est très incitatif. On reçoit qu'on a un germe et qu'on a une liste d'antibiotiques qui fonctionne sur ce germe, je pense que le patient doit être traité, même s'il est symptomatique ou qu'il est asymptomatique. La personne qui le voit en consultation a aussi envie de lui donner. Donc, s'il a le choix entre plein de molécules, autant l'orienter sur les molécules qui sont plus recommandées, qui ont une diffusion que intravésicale et qui ont moins d'impact. Si le contexte est très différent. Les patients hospitalisés, fragiles, on a vraiment besoin de savoir quels sont les patients ambulatoires, les patients hospitalisés. En fait, c'est fait pour réduire la prescription de cortisone, entre autres, mais pas que. C'est pour ça qu'il faut des antibiotiques qu'on avait ciblés. Alors, l'inconvénient de ça, c'est que si vous avez des patients qui sont sous antibioprophylaxie au long cours, il faut leur demander au cas où le patient fasse une infection rénale de qu'ils testent, parce que sinon, ils ne le testent pas. C'est un peu le revers de la médaille. Mais là, c'est pareil, c'est pour des cas particuliers. D'ailleurs, à la Sylvante, on est content de pouvoir leur faire des ECBU ici, parce qu'on a un peu plus de. Le dialogue avec le laboratoire est plus simple que tout est centralisé dans les autres. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a des externes parmi vous, mais faites attention parce que les recommandations ne sont pas encore sorties, donc je ne suis pas sûr que. Je pense qu'il faut encore rester sur ce qui était en 2018. Vous verrez, mais probablement des choses que j'ai dites ici qui ne vont pas s'appliquer aux examens nationaux. Bon, merci. Ouais,